Claire Hegen. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être avec toi pour cet entretien pour Castelet qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. On est ici à l'Office du tourisme qu'on remercie pour le prêt de cette salle, l'Office du tourisme de Mirepoix, qui nous a prêté cette salle pendant 4 jours et c'était très important d'avoir une salle et pas évident d'avoir une salle à Mirepoix. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? Brièvement. On va commencer brièvement, ensuite on aura le temps de développer. Oui, oui. Donc, je suis Claire Hegen. Je suis directrice artistique de ma compagnie, Claire Hegen Théâtre du Mouvement. Compagnie qui a existé depuis 1975 en codirection avec Yves Marc. Donc, depuis 2017, nous sommes séparés en 2 compagnies, Yves Marc Théâtre du Mouvement et Claire Hegen Théâtre du Mouvement. Mais le Théâtre du Mouvement fête son jubilé cette année, c'est 50 ans d'existence. Voilà. Séparés et conjoints, on va dire. Voilà, 50 ans de recherche, de création, de formation, de transmission. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'identité artistique du Théâtre du Mouvement? Dans le nom, il y a déjà Oui, beaucoup, mais alors pour rappeler un peu l'historique, maintenant on parle d'histoire. Hem, En fait, au départ, nous on se disait mime. Parce qu'on avait eu une formation en mime, particulièrement avec Étienne Decroux. Donc le mime corporel, pas, la pantomime, pas, la pantomime blanche ou, pas le style Marceau, par exemple. Et il y a un festival, à Paris, à l'époque, qui était réputé, qui s'appelait le Festival du Marais et ils voulaient nous programmer, donc en 1977. Et ils nous disent, bah, voilà, bon, il y a théâtre, il y a danse, il y a musique, il y avait pas marionnette encore. Il y avait spectacle jeune public, il y avait poésie et ils ont dit: «Nous, on a un problème avec le mot mime. Si on met le mot mime, les gens qui aiment Marceau vont être très surpris par ce que vous faites et ceux qui n'aiment pas Marceau ne viendront pas de toute façon. Donc trouvez-nous un nom de genre». Bah, un nom de genre, ça se trouve pas partout. Donc on a cherché théâtre de corps, théâtre du silence, c'était déjà pris par les danseurs, théâtre, physique, théâtre et finalement théâtre du mouvement, c'était le moins pire. Donc on dit théâtre du mouvement et la presse a entériné en disant le théâtre du mouvement de Claire Hegen et Yves Marc et donc on a été baptisés et finalement, ça correspond bien au travail qu'on faisait à l'époque et moi que je continue aussi aujourd'hui. C'est un théâtre qui vient du mouvement. C'est pas un théâtre avec du mouvement, c'est un théâtre qui vient du mouvement, du corps en mouvement et ce qui veut dire qu'on ne travaille pas sur une histoire, on raconte pas une histoire, mais on part du mouvement et au bout du compte, il y a un scénario, il y a quelque chose qui se raconte, il y a du sens qui est véhiculé, mais il y a pas forcément, une histoire, une narration, voilà. Donc pour moi, c'est très important. Théâtre du mouvement, ça vient du mouvement. et le geste, si on parle de geste, quel est pour toi, est-ce qu'il y a une différence? Comment tu Alors oui, on va dire que, le geste, il a une dimension d'expression, de signification plutôt. Un geste, il a une signification. Il se dirige, vers du sens, assumé, proclamé et cetera. Heu, Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il y a pas du geste dans ce que je fais, mais je travaille plus sur la dimension, de l'image, la dimension poétique que la dimension narrative. Voilà. Ce qui m'intéresse en fait, c'est la polysémie en fait. C'est que par rapport à des images, des métaphores vives, des images aiguës, que je sélectionne dans la recherche, dans la création, il peut y avoir de multiples interprétations. C'est-à-dire une image aiguë, elle renferme des sens différents. Des profondeurs, hein, des feuilletés de sens comme dirait Barthes et donc c'est ça qui m'intéresse. C'est de pas obliger le spectateur à comprendre ce que je veux lui raconter, mais plutôt à venir vers
et se construire ses propres histoires ou son propre imaginaire à partir des images que je propose. C'est là où on se rapproche peut-être de la marionnette où la place du public le public a une grande place dans l'interprétation de ce qu'il voit. Oui, ça dépend, il y a beaucoup de narration aussi dans la Oui. marionnette, hein, mais oui, ça peut enfin pour moi alors de par mon origine, disons, de travail du corps et entre autres du mime corporel, j'ai pas fait que ça, hein, j'ai fait aussi de la danse, mais j'étais aussi professeur d'éducation physique, enfin j'ai un long passé corporel, on va dire et heu, le j'ai perdu mon idée. Heu, c'est quoi la question déjà? C'était par rapport à la marionnette, je Ah oui, disais, oui, est-ce que tu voulais faire une c'est-à-dire que, et en travaillant avec Étienne Ducrot, en fait, je me suis rendu compte que, historiquement, il y avait une grande, connexion entre Étienne Ducrot et Gordon Craig, Edward Gordon Craig et donc et Ducrot pensait, avoir, trouvé la manière de faire de l'acteur une marionnettiste la marionnette idéale de Craig, en fait. Alors, Craig, a dénié ça, même il a reconnu que le travail de Decroix était très intéressant. Mais, bon, mais Decroix, lui, il a continué dans cette idée de l'acteur marionnette idéal, l'acteur sujet et objet d'art, l'acteur qui doit montrer son art sans montrer sa personne, et cetera. Donc c'est quelque chose, moi, qui s'est infusé en moi, qui m'a imprégné, impressionné et hem et donc cette dimension marionnettique, en fait, je l'ai pas perçue tout de suite. Moi, je me sentais, actrice, bougeuse, voilà et hem et c'est en étant invitée à Charleville, pour enseigner par Margareta Nicolescu en 1988 dès le début de l'école. de l'école, oui. Ouais, la première année de l'école, ouais. En fait, Margareta, cherchait elle avait l'intuition qu'il fallait faire travailler corporellement les marionnettistes. Enfin, les élèves marionnettistes et elle s'était adressée à Jacques Lecoq, qui avait décliné et donc elle avait personne sous la main et c'est Raphaël Lopez Barrantes qui enseignait la voix à l'école, qui dit: «Ah bah, moi je connais quelqu'un», et donc Margareta m'a invitée pour essayer et donc j'ai fait un travail sur le corps, le mouvement, la musicalité, enfin tout ça et j'ai fait le travail, de déplacement des masques sur le corps où l'acteur, en fait, le marionnettiste, devient, marionnettiste de son propre corps et il fait vivre à l'intérieur de son corps des chimères et alors Margareta, elle est tombée folle amoureuse de ce travail-là et elle m'a demandé de réitérer, réitérer, réitérer. Donc en fait, voilà, la connexion, elle s'est faite là et puis, même si en 82, j'avais fait un spectacle avec mon double en plus âgé. J'avais travaillé déjà avec une marionnette. Mais bon, de manière tout à fait intuitive, j'avais pas connecté, en fait. Et donc là, à l'école, je me suis rendu compte que, c'était le moment où, les marionnettistes voulaient manipuler à vue. Alors manipuler à vue, ça se fait pas n'importe comment. C'est pas parce qu'on est si on voit un corps fictif avec un corps réel, ça fonctionnait pas. Et puis le corps était un peu bête à côté de sa marionnette, donc ou plus ou moins caché derrière sa marionnette, mais bon, ça marchait pas. Donc j'ai commencé à me poser la question de, comment organiser le corps en fonction de l'objet ou de la marionnette que les étudiants, manipulaient. Et puis, l'autre chose, c'est que, bah, à partir du moment où les Castellets disparaissaient, c'était le corps lui-même qui devenait le Castellet. Donc là aussi, quelle organisation du corps pour faire apparaître des chimères ou des marionnettes, dans l'espace scénographique de son propre corps. Donc voilà. Donc ça, c'est les questions qui se sont posées à moi. Alors au début, j'ai pas touché aux marionnettes parce que c'était les maîtres.
les grands maîtres qui enseignaient la marionnette. Je regardais quand même et puis, donc du coup, je me suis dit: On va travailler avec des petits objets, donc du papier de soie, des draps, des bambous, des grands bâtons, enfin des matériaux, quoi. Et je me suis ren et là, j'ai commencé à me dire: «Bon, qu'est-ce qu'on regarde?» On regarde l'objet, on regarde l'acteur, on regarde la relation des 2 ou qu'est-ce qui se passe, en fait? Puis j'ai défriché petit à petit et la grammaire du mime corporel d'Étienne Decroux m'a grandement influencée, ou en tout cas, aidée à nommer ce que je voyais ou ce qui se passait avec les étudiants. À quel moment on regarde ça? À quel moment on regarde ça? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux montrer à quel moment? Voilà. Comment amener le regard du spectateur sur ce que tu veux qu'il regarde? Parce qu'il regarde là où ça bouge, il regarde où ça se fixe, comment ça se fixe et cetera. Donc qu'est-ce qui est important? Ou est-ce que ça résiste? Est-ce que, si je vais par là, bah, l'objet lui veut pas y aller? Donc comment ça se traduit et cetera? Donc les notions de progressivité, dégressivité, contradiction, fixation, rétabli et cetera. Ça c'est le langage de Decroux. Pour le corps propre, mais pour la relation avec l'objet. Pour moi, c'était évident que c'était ça. Donc c'est une sorte d'anthropologie, en fait, de l'acteur, marionnettiste. Et ça, tu l'avais théorisé avant d'arriver à l'école, non? C'est arrivé après, tu... Ah non, mais ça, ce vocabulaire, moi, je l'avais en tant que mime corporel, Oui, c'est ça. hein, en tant qu'actrice. Même si même par rapport à De Croo, j'étais sortie du style De Croo, mais la grammaire elle-même, elle existait. C'était évident que ça fonctionnait. Voilà, heu, ouais. Mais le fait de l'adapter à l'objet, c'est ça qui est un peu... Oui, bah, c'est-à-dire de déchi ça m'a c'était une grammaire pour moi qui m'a aidée à déchiffrer ce qui se passait et à préciser après évidemment, voilà et donc du coup à gérer le sens qu'on produit forcément, hein. Heu, pour en revenir à la question de Non, non, c'est bon, il n'y a départ, pas besoin de revenir à la question de départ. J'aurais aimé que tu nous parles un peu de cette école au début, vu que tu es arrivé au début de cette école. Comment c'était? Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de Margareta, si tu as des choses à dire dessus? Pour al qu'on comprenne, nous qui sommes d'une autre génération, c'est intéressant d'avoir mmh. un regard sur ce début. Comment ça naît? Pourquoi ça naît? Comment... En fait, donc je suis arrivée par hasard à l'école, et Margareta, elle a fait un essai quoi avec moi et puis elle est tombée complètement, amoureuse du travail. Donc elle m'a laissé les mains libres pour lui proposer tout ce que je voulais, en fait. Donc le déplacement des masques sur le corps, ça elle Ouais. voulait que je le fasse à toutes les promos. Le travail alors après je lui ai proposé de travailler, avec l'idée d'être manipulée par des bambous, enfin j'ai proposé, bah, le travail avec les petits objets, tout ça. Donc là, elle disait oui à tout, voilà, tout ce que j'ai pu proposer. Donc elle fait: «Claire, je t'aime». Souvent elle me demandait mon amie, elle me disait: «Claire, qu'est-ce que tu penses?» Puis elle me posait une question. «Qu'est-ce que tu penses de cet étudiant-là? Qu'est-ce que tu penses?» Ouais, c'était drôle parce que la dimension du corps finalement, elle se rendait compte que je pouvais dire des choses sur les étudiants que les autres professeurs pouvaient pas dire. Voilà et puis petit à petit, bah, j'ai touché aux marionnettes et puis voilà, hein, c'est et puis elle m'a proposé assez vite, bah, avec la première promo, de faire une espèce de petit comité pour les projets, des étudiants à 3. Il y avait Raphaël Lopez Barrantes, donc pour la voix, il y avait elle, puis il y avait moi et on faisait nos commentaires, par rapport à ce qu'on voyait. C'était assez passionnant ça parce que du coup, moi je captais aussi pas mal de choses de ce qu'elle disait, par rapport à la voix avec Raphaël et puis elle voyait aussi l'efficacité de ce que je pouvais dire en fait, voilà et donc bah, ça a continué comme ça tout le temps avec Margareta. C'était, c'était une personne, elle voulait alors c'est anecdotique, mais elle voulait toujours que je la tutoie. Mais moi, j'étais vraiment dans le respect, je disais «vous» et tout ça.
et elle me dit: «Bon, pourquoi tu me tutoies pas?» Elle me tutoyait. J'ai dit: «Bon, d'accord, à la rentrée, je vous tutoie». Et puis à la rentrée, je la tutoie. Elle fait: «Ah?» Du coup, c'était un mélange c'est drôle, Margareta, c'était un mélange d'assurance, de respectabilité, d'idées, de réflexion profonde sur la dramaturgie de la marionnette, sur tout ça, sur les personnes à inviter, sur les grands maîtres et tout. Et en même temps, il y avait une espèce de fragilité, quand tu dis: «Claire, qu'est-ce que tu crois?» Heu, voilà, par rapport au fait de même de se remettre en question pour, enseigner elle-même ou pour diriger un projet, moi ce que je percevais c'est que, c'était une artiste, une grande artiste, mais qui avait été bouffée par l'administration et donc du coup, le rapport, au comment dire? Au concret des choses, du coup, c'était un peu éloigné pour elle. Donc du coup, il y avait comme une fragilité là, quelque part, je pense. Mais en même temps, une grande force, quoi. Donc une fois qu'elle a plongé dans la pédagogie, ça marchait très bien. Les étudiants étaient en écoute et tout ça. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour elle et à ses côtés, j'ai beaucoup appris dans la tenue des conseils pédagogiques, dans voilà, dans les choix esthétiques, dans la diversité de ce qu'elle proposait, dans sa réflexion aussi, en relation avec Jacques Félix, hein, une réflexion, politique au sens pas politique forcément politicarde, mais, de la politique à avoir par rapport à la marionnette, à son développement, à tout ça. C'est vraiment, quelqu'un, moi qui m'a fait réfléchir en fait, hein. Et puis elle m'a donné aussi, elle m'a mis le pied à l'étrier de l'écriture par rapport à la marionnette. Donc elle m'a demandé des articles pour Simuove ou pour Puck, voilà. Et donc, et moi c'était très bien aussi pour moi parce que ça m'a permis aussi de déposer des choses que j'aurais pas eu l'idée de faire, quoi. Donc, ouais. Mmh. Et Jacques Félix, il s'impliquait dans l'école ou vraiment il laissait tout le côté Non, c'était pédagogique? Margareta. C'était Margareta. Mais bon, je suppose qu'ils en parlaient sûrement, il Oui. devait y avoir des relations par rapport aux personnes invitées au festival, par rapport là, j'étais pas dans le secret des dieux, Oui, c'est ça, mais il hein. s'impliquait pas dans l'école. Elle Non, avait pas vraiment une. directement comme ça, Oui, c'est mais ça. par exemple, il venait voir tous les résultats d'ateliers. Il était toujours dans le fond avec Margareta, à regarder les Oui. donc mais pareil, j'étais, très respectueuse, je n'osais pas trop l'approcher. Même si, bah, j'étais plus proche de Jean-Luc Oui. Félix, donc avec qui on échangeait en cours. Par exemple, quand on travaillait, je me souviens, quand on travaillait sur les mains, beh, il faisait il faisait construire des mains ou des pieds, on travaillait sur les pieds ou moi j'ai travaillé beaucoup à partir de l'anatomie. Donc voilà, ça on se faisait des clins d'œil, à distance comme ça, voilà, pour qu'il y ait de la logique. De même avec, Philippe Vaillant comment dire? Comment dire? Par exemple, le déplacement des masques sur le corps, moi je l'ai appelé les chimères et alors du coup, il est intervenu, comme c'est un conteur qui était, beaucoup sur, le sens profond, les métaphores et tout ça. Il est venu nous faire un cours. Il est venu participer dans le cours à la définition de la chimère. Moi, c'était très intéressant parce que du coup, ça restait ouvert, c'était pas un cours sur le déplacement des masques sur le corps. Du coup, ça prenait une ampleur, c'était très enrichissant, pour les étudiants, pour lui, pour moi et puis dans la circulation aussi des choses, quoi. Voilà. Et Heu, tu as du coup suivi toutes les promotions jusqu'alors. ouais, Et tu es la ouais. seule professeure qui a. Alors il y avait Christiane de Meyer, la couturière, Oui, qui a fait toutes les promos. Bah, qui est décédée, cette c'est année ça, oui. et oui, je suis la plus ancienne, hein. Quelque part, j'ai un brin de mémoire de l'école, Oui, oui, c'est ça. ouais, Et tu fais partie aussi des fondamentaux, c'est-à-dire que tous les élèves
qui sont passés par l'école ont reçu ton apprentissage? Voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que ouais, bah, ça fait 37 ans maintenant. Et ben, j'ai accumulé, alors des protocoles de travail, j'ai accumulé des réflexions, tout ça et donc j'ai élaboré petit à petit, à la fois une grammaire, un vocabulaire. Quand je disais tout à l'heure progressif, dégressif, c'est des termes que les étudiants utilisent et qu'ils utilisent entre eux dans la même promo, mais qu'ils utilisent entre toutes les promos. Ce qui fait qu'ils gagnent du temps pour travailler ensemble. Ils disent: «Là, tu vas faire un progressif». Ils utilisent, voilà. Donc une grammaire, une syntaxe et un vocabulaire que j'ai mis, qui est pas exhaustif, mais j'en ai mis une part sur le PAM. J'ai répondu à un appel à projet du ministère et sur l'idée d'un abécédaire de la relation corps-objet. Voilà et donc j'ai une centaine de définitions et avec des vignettes vidéo en regard des définitions. C'est Comme ça, ça on voit de quoi qui sont visibles sur le portail des arts de la marionnette. voilà, On tout peut à fait. cliquer et avoir toutes les Ouais, l'abécédaire de voilà, c'est ça oui, et donc ça, les étudiants, ils ont ça et puis, ils ont aussi une certaine manière d'aborder le corps aussi. Parce que, je les fais pas travailler à l'imitation, mais à la conscience. Donc je leur propose des protocoles de travail et puis de tourner autour du pot, d'élaborer, de voir quelles sont les images qui leur reviennent à partir de là. Au début, au niveau de la sensation, au niveau des perceptions, comment le corps s'organise par rapport à la proposition et puis quelles sont les images qui arrivent ou juste les états de corps qui arrivent et d'identifier ça. Petit à petit, de se faire leur propre imaginaire à partir d'un protocole de travail. Et puis voilà, c'est développer un imaginaire en développant, une conscience du corps, en fait. Donc je travaille beaucoup sur la proprioception, je travaille sur, je commence par travailler par le squelette, par, dessiner un squelette. C'est quoi un squelette? Eh ben, c'est assez rigolo parce que l'imaginaire du squelette chez les étudiants quand ils arrivent à l'école, c'est quand même assez zarbi, hein, vraiment, donc après on a notre squelette, puis on dit: «Bon, bah, où est-ce que c'est dans votre corps?» On touche les autres, voilà et puis: «Ah oui, ça marche comme ça. Ah oui, ah bon, c'est là, l'articulation de la hanche? Parce qu'on la peut la trouver. Ah non, non, c'est pas là. Ah, c'est là». Enfin bon, bref et donc du coup, chaque articulation qui est mise en lumière, on va dire, ça va déclencher un univers imaginaire supplémentaire. Donc c'est un enrichissement, de l'imaginaire par la profondeur du corps, les les os, la chair, la peau, tout le sensible, et dégager l'expressivité du sensible et être à l'écoute de ce qui est là, avant même de vouloir s'exprimer. Qu'est-ce qui s'exprime avant même de vouloir exprimer quelque chose? Voilà, j'ai trouvé une économie de l'acteur en même temps. et tu les suis, combien de tous les tu le fais les 3 ans avec eux ou tu fais une Alors, comment ça se passe au bah, niveau de ça a beaucoup l'organisation? changé suivant Oui, les directeurs. Du temps de Margareta, au début, elle me fait venir par stage de 15 jours et puis après, elle m'a fait venir alors elle organisait le temps différemment. Il y avait un jour pour, heu, un jour pour le corps, un jour pour, les arts plastiques, la construction, il y avait l'histoire, enfin bon, je venais toutes les semaines. d'accord. Après ça a changé, c'était plus, par session, voilà. Là dernièrement, c'est plutôt, pour les dernières promos, c'était venir, 2 semaines ou une semaine, 2 fois dans l'année ou voilà. Donc c'est sur les 3 années, voilà et en fonction de ce qu'ils auront eu avant ou de ce qu'ils verront après, par exemple, avec Nat Landais au niveau des masques et ben, ils ont construit leur masque neutre, leur propre masque neutre ou bien ils ont construit des masques imaginaires et donc on a inventé des gestuels imaginaires à partir de leurs masques imaginaires et cetera. Donc voilà, moi j'aime bien faire ces connexions-là parce que c'est pas juste des cours comme ça séparés, mais et amenés à circuler, voilà.
Oui, parce que oui, pour revenir là où je m'étais perdue tout à l'heure, c'est que, le, ce que j'ai compris, c'est que moi j'avais apporté des petits matériaux, tout ça, c'est qu'en fait, les étudiants, ils prenaient les cours, mais après ils oublient. Ils utilisaient pas ça dans les cours après. Donc j'ai dit: «Bah, tout de suite, on va travailler l'objet et le corps ensemble et travailler sur la grammaire de ça». Donc petit à petit, ça a pris corps, on va dire. Ça a pris corps et ils ont le réflexe de se dire: «Ah oui, on va faire comme ci, on va comme ça. À quel moment j'apparais, à quel moment je disparais, à quel moment il y a éclipse, à quel moment», enfin bon, voilà. Ouais. Ça c'est, la gestion du sens qui apparaît ou qu'on veut faire apparaître ou voilà, c'est ça. Est-ce que tu as vu une évolution dans les personnes qui arrivent à la formation de l'ESNAM au travers du temps? Est-ce que je sais qu'au début les limites d'âge n'étaient pas les mêmes, et là maintenant ça a encore changé, il faut le baccalauréat, ça a changé il y a longtemps, mais Alors, est-ce que quand je suis tu... arrivée à l'école, en fait, heu, c'était pour la plupart des gens qui avaient eu un peu d'expérience de la marionnette, donc des gens plus ou moins, heu, avertis, on va dire. Même s'il y a eu des étudiants qui n'avaient jamais touché une marionnette de leur vie, qui sont rentrés dans la première promotion et le plus âgé avait 26 ans et la plus jeune, avait, ils avaient pas forcément le bac et il y avait la dérogation pour être en dessous de 18 ans. Ça, c'est la première promo. La deuxième promo, là, il y avait plus de débutants, si je me trompe pas et voilà. Après, je sais que, si c'était entre 18 et 26 ans. Ça a toujours été comme ça? Oui et D'accord. puis, et je sais que Isabelle Tasson, elle a dû demander une dérogation pour pouvoir rentrer à l'école. Elle était vraiment jeune, voilà. Qu'est-ce Ouais, mais je crois que c'est toujours pareil, hein. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les élèves qui arrivaient, autre que de niveau de l'âge et au Alors ce niveau qui a du... changé, c'est que mais ça a pas changé ça a changé progressivement, hein. Mais, c'est que, il y avait pas de préparation pour rentrer à l'école. Les gens se pointaient, et puis, ils disaient: «Bah, je vais faire l'école», voilà. Alors on leur demandait un dossier, on leur demandait des choses. On leur demandait, au niveau du concours d'admission, de savoir un texte, de lire un poème, de faire quelque chose avec un matériau ou avec une marionnette de leur choix, qui était présente là, enfin bon, voilà. Et puis, et puis petit à petit, s'est mise en place une préparation au concours de l'ESNAM. Donc le Théâtre Romain Nu et d'autres lieux ont commencé à faire une préparation et moi j'ai pas fait de préparation, mais il y a des gens qui sont venus travailler avec moi, sachant que j'enseignais à l'ESNAM et sachant que je pouvais éventuellement et que je faisais partie du jury, d'entrée à l'école. Voilà. Mais bon, ça jouait pas pour moi. Moi, j'étais assez T'as objective, en jamais eu fait. de pot de vin, personne ne t'a Non, proposé des caisses de non, champagne? non, 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 non. Voilà et voilà. Donc ce qui a changé, c'est que du coup, les jeunes qui venaient, passer le concours, ils étaient de plus en plus formés. Donc ils sont plus avertis, plus formés. Il y en a qui ont déjà une expérience, voilà. Donc première génération, la 1re promo, des gens qui avaient fait un peu du travail, déjà avec marionnette. Deuxième promo, non, là, c'était des gens qui avaient quasiment pas touché à la marionnette ou très peu. Et puis après, bah, petit à petit, s'est instauré cette idée de préparation à l'entrée au concours et puis, voilà et donc avec des jeunes plus avertis, plus avancés et puis alors ce qui change aussi à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des lieux de formation autres que les STAM.
comme le théâtre aux mains nues, comme, ben, Audradec, comme, voilà. Il y a À des l'étranger aussi, il y a des écoles. voilà, c'est ça. Il y a oui, ben, en Belgique, il y a une école qui s'est formée il y a pas si longtemps. Mmh. Enfin, bref, il y a des formations qui se sont, développées et donc et ça échappe à l'islam, hein, ça a rien à voir avec l'islam. Donc le milieu de la marionnette a évolué aussi, hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas. Non, c'est bien. Ça va? J'aurais aimé qu'on parle un peu de ton parcours artistique à toi, Oui? indépendamment du coup du rapport Mmh. à la marionnette. Je suppose que le fait que tu te mettes à travailler avec la marionnette a dû changer ta manière de travailler, mais est-ce que tu pourrais un peu nous faire un parcours de ton travail artistique entre, du coup, il y a 50 ans et maintenant? Oui. Comment tu as évolué? Est-ce que pour toi, il y a eu des grandes évolutions, des changements, des choses où tu as suivi un chemin qui était... J'ai suivi un chemin. D'ailleurs, la marche a été une de mes thématiques favorites. Mais disons que ou plutôt un cheminement. Heu, disons que en tant que fille, bon, j'avais pas droit au chapitre dans ma famille, en fait. On avait p Les filles n'avaient pas droit au chapitre, on n'a pas droit à la parole quelque part. Il y avait beaucoup d'interdits et donc Tes parents faisaient quoi? Tu viens d'où? en fait, mes Sociolo... parents, ils étaient un peu foldingues, donc c'était pas trop eux, mais c'était plutôt l'ambiance familiale générale, disons, hein. Mais bon, ils étaient pas foldingues, hein. Non, je dis une bêtise, mais c'était les 2 derniers de leur famille, les petits derniers, donc ils avaient une marge de comment de dire? liberté De plus grande. liberté ou de Ils faisaient quoi comme métier? C'était s'évader. quoi leur Alors ma mère profession? était professeure d'éducation physique, passionnée de danse. Comme toi, tu as fait finalement, t'as fait un Bah peu. oui, et mon père était prothésiste dentaire, voilà. D'où les articulés, heu et la photographie. Alors disons que mon père, ça a été les articulés, bah, les métaux, les amalgames, tous ces produits, enfin, la chimie, la construction, la méticulosité et la photographie et je passais des heures dans le laboratoire de photos que mon père faisait dans la salle de bain à voir tout le processus, en fait, hein. Comment alors les prises de vue, le cadre, et cetera. Comment c'était très mystérieux, il y avait un sac où il sortait la pellicule dans le noir, enfin bon bref. Et puis après, développement de la pellicule, les pellicules qui pendaient au plafond et puis, heu et puis surtout, bon, elle coupait et puis la photo et puis la projection sur du papier sensible. Et puis, le passage dans le révélateur, l'image qui apparaît, après le révélateur, le fixateur et puis après, le fixateur, le rinçage et puis, peut-être le glaçage ou en tout cas comment ça s'appelait? Masticotage, enfin avec les petites dentelles là tout autour. C'est tout un procédé, tout un processus, mais en fait qui m'a appris la dramaturgie. Comment l'image apparaît, comment elle se révèle, comment en travaillant dessus elle se révèle, comment on va la fixer, comment on va la nettoyer, et cetera. Enfin bon voilà, comment on arrive à une image finale et mais j'ai réalisé ça très longtemps après, mais très, très longtemps après. C'est en écrivant, je me dis: «En fait, mais bon, pourquoi l'image?» Ah oui, l'image et puis ma mère, passionnée de danse. Et elle a pas pu et alors donc elle est passée par le professorat d'éducation physique et elle m'a amenée à tous les spectacles de danse, même de mime. J'ai vu alors j'étais au Maroc à l'époque, j'ai même vu le mime Marceau, au Grand Théâtre de Casablanca et puis, j'ai vu aussi, enfin elle m'a amenée voir, le aussi du flamenco, enfin tout, tout j'ai tout vu. Je l'ai vu danser avec, voilà et
À l'époque, c'était la danse naturelle dans la nature, en fait, voilà. Et voilà, ça, c'est mes parents. Mais dans la famille de ma mère, c'était assez, les femmes, les filles n'avaient pas trop tellement droit au chapitre, en fait. Donc c'était silence ou, comme dirait Carole Gilligan, j'avais ma petite voix intérieure qui me disait quelque chose et puis il y avait la voix extérieure qui attendait que je dise quelque chose en accord avec ce qu'on attendait de moi. Alors, puis ça correspondait pas forcément. Voilà. Donc, mais ça bouillonnait quand même à l'intérieur. Et voilà. Et donc, Pardon, du coup, on a fait un pas avant la compagnie, maintenant on peut ouais, commencer avec avec les le petites, début, mais ça ouais. m'intéressait de Alors savoir là, d'où ouais, ouais. d'où En tout cas, venait tout ça. Oui. le corps. Et j'ai été obligée de passer par le corps pour pouvoir arriver à la parole, en fait. Le corps, le silence, voilà. Donc le corps, donc maman m'a fait faire de la danse classique. Je voulais être danseuse classique. À l'époque, il n'y avait pas d'autres options possibles. Alors elle m'a inscrite à l'opéra et puis, j'ai passé l'examen médical. Manifestement, je cons je correspondais pas aux critères, de sélection, donc j'ai pas été prise à l'opéra et donc elle m'a inscrite à la Schola Cantorum à Paris où j'ai eu des profs de l'opéra et j'ai pris des cours donc régulièrement et en me disant «Tu pourras toujours passer par la petite porte, par le conservatoire national» et cetera et puis en fait, on a déménagé à Châtenay-Malabry, terminé quoi et j'étais dans le contexte de l'École normale supérieure d'éducation physique et sportive et donc je me suis retrouvée, à faire ce que je pouvais trouver. Donc je faisais l'association sportive, gymnastique et puis j'étais bonne parce qu'en gymnastique, voilà et voilà et puis je me suis dit: «Je serai prof de gym comme maman» et puis j'ai été reçue au concours d'entrée à l'École normale supérieure et j'ai été reçue comme élève professeur. Donc j'étais payée pour être étudiante. Mais du coup, je me payais, je m'évadais et pas tous les soirs, mais une bonne partie, j'allais prendre des cours à Paris. Alors j'ai tout pris, tout ce que je trouvais. Claquettes, jazz, Bharatanatyam, heu, trance africaine, enfin tout ce que je pouvais trouver, danse contemporaine. À l'époque, on disait moderne, danse moderne, enfin voilà. Et puis j'ai rencontré, Pinoc, donc qui formait un couple de créatrices, Pinoc et Mato, qui étaient 2 femmes mimes qui avaient travaillé avec Étienne Ducrot. Et je suis allée suivre, le cours de Pinoc dans un petit théâtre qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait, le Kaléidoscope, qui était une ancienne écurie transformée en théâtre dans une cour du 2e arrondissement, je sais plus, enfin dans le 4e arrondissement, enfin voilà. C'était, magique et là, je me suis exprimée et toujours sans la parole et heu et c'est là que j'ai découvert De Croo aussi parce que Pinocchio l'avait invité à venir enseigner et là, j'ai rien compris. J'étais là. Alors, d'abord, il commençait par parler en faisant des va-et-vient sur la scène. Je comprenais rien du tout. On était très peu, comme je savais que c'était le maître de Pinocchio, j'écoutais. Mais alors, ça me disait rien du tout, je comprenais rien. Et puis, à un moment donné, il y a une dame dans la salle qui dit: «Étienne, tu les emmerdes! Fais-les travailler!» Alors, je me retourne, c'était madame Ducrot, en fait. «Ah, Suzanne, tu crois?» Bon, alors on monte sur scène avec lui et il nous fait travailler, je me souviens, il nous fait travailler les mains. Palette, trident, coquille, salamandre et puis il y avait 10 simulateurs, enfin bon bref, les mains. Bon, d'accord, OK. Mmh. 2e cours, on était déjà beaucoup moins nombreux
et je sais plus ce qu'on avait fait, ouais. Et donc bah, ça a pas duré longtemps parce que, finalement plus personne n'y allait, donc voilà. Et puis bon, voilà, donc je continue mes études. Je me forme en danse, moderne. Je me paye un stage aux États-Unis de 6 semaines où j'ai le coup de foudre pour José Limón et voilà, et donc la danse, la danse, la danse. Je passe le concours de sortie donc du professorat et je suis bien sortie, je suis sortie 8e et donc j'ai eu un poste près de Paris et là je me suis dit: «Bah, je vais aller travailler avec le maître». Et j'ai pris ma Fiat 500 tous les soirs. Je prenais ma Fiat 500, enfin après mes cours, je faisais cours à Marly-le-Roi. Je prenais l'autoroute avec ma Fiat 500 à 120 à l'heure et pour arriver à temps pour le cours, du soir. Et là, petit à petit, j'ai compris. Mais le premier cours, alors là, c'était le cours d'improvisation. C'était le vendredi soir. Moi, j'arrive, il y avait une ambiance d'église là-dedans. Tu tout le monde silencieux comme ça, j'arrive, chacun sa chaise, tout ça. Étienne qui arrive avec sa robe de chambre. Bon. Et puis il fait un long discours, là aussi je comprenais pas grand-chose. Et puis il dit: «Bon, ben on va commencer avec Claire, comme elle connaît pas, direct, pouf!» Et je devais improviser sur l'odorat. Le L'odorat, bon, OK, et je commence à faire. Il m'arrête, il fait: «Oui, c'est pas mal». Alors il redit quelque chose, je comprenais rien. Il voulait que j'ouvre un bocal et que je hume, l'odeur qui sortait. Je suis pas venue faire de la pantomime là. Alors je recommence à chercher, en variant un peu plus et tout ça. Il fait: «Bon d'accord, OK, on va voir quelqu'un d'autre». Et alors voilà, et je suis restée comme ça. OK. Le lendemain, il y avait cours de marche, que des marches le matin. Et là, la révélation. Ah, j'adorais les cours de marche. La marche du soldat anglais, la polonaise, la sans accent statique, oh, c'était magnifique. La marche de la belle dame, enfin bref. Bon, et puis comme ça, et puis je suis restée 2 ans, 2 ans là. Puis là, j'ai été nommée professeure de danse à l'école normale supérieure où j'avais été élève avant. Parce que j'étais à un niveau de danse qu'il y avait pas en France vraiment. Donc voilà, donc pendant 4 ans, j'étais professeure de danse classique et moderne. Voilà, et puis, voilà, et j'ai continué avec Pinocchio et Matou en même temps. Je faisais partie de leurs conférences et j'enseignais aussi pour l'association qu'elles avaient créée qui s'appelait Mouvement et Expression Création, Mouvement et Pensée. Voilà. Expression corporelle, mouvement et pensée. Et voilà. Et puis, bah, j'ai rencontré Yves dans ce contexte-là et on a commencé à monter un premier spectacle qui s'appelait La Recréation. On recréait l'homme et la femme, enfin bon, bref. Mais Yves, il avait pas fait de crew encore. Donc j'ai dit: «Bah, si tu veux qu'on fasse ce métier-là, il faut vraiment que tu ailles chez Decroux». Donc quand il est retourné chez Decroux, je suis retournée avec lui. Donc j'ai fait 4 ans et demi. Et puis jusqu'au moment où Decroux a appris qu'on faisait du spectacle, donc il nous a demandé de partir. Voilà. Et il considérait qu'à partir du moment où on était professionnel, on ne pouvait être que des étudiants amateurs. Voilà. Donc dehors. Mais en fait, il n'était pas fâché en fait contre nous, comme il a pu l'être avec d'autres, parce que il avait passé un mois de vacances avec Suzanne dans le Cantal, auprès de nous. Et puis voilà, on était les enfants français. Parce que souvent, parce que les gens qu'il avait autour de lui, l'école, c'était beaucoup d'étrangers, pas beaucoup de Français en fait. Voilà.
Donc je vous raconte, ma vie là, hein. Donc après, voilà, C'est après important de savoir comment ça démarre on a après. créé la compagnie, enfin on a été pendant Nommer la compagnie. on a nommé la compagnie et pendant 7 ans, on a été en duo. On a eu, avec les Mutants, donc en 75, quand on a créé les Mutants, on a loué un théâtre à Édimbourg, pour le festival Fringe d'Édimbourg et on a eu le prix du festival pour les Mutants. Et donc nous, on s'est dit: «Ça y est, c'est la gloire», et on est revenu avec notre prix sous le bras et en France, on nous dit: «Ah ouais, c'est quoi ça?» Enfin bon, bref, Rares sont ceux qui connaissent même le Fringe Festival de Edinburgh. Ouais. voilà. Et donc mais ça nous a donné des ailes pour continuer, quoi. Et donc le festival du Marais et puis, voilà et puis petit à petit, à un moment donné, bon ben, Yves s'est laissé radier, moi j'ai démissionné et on est parti, voilà. Alors à l'époque, j'avais été nommée entre-temps à la Fédération française de danse ACEC, d'art chorégraphique et d'expression corporelle. Parce qu'il y a 2 fédérations en fait, de danse. Et donc là, en fait, on a bénéficié à l'époque alors moi, j'étais le cadeau envoyé aux associations. C'est-à-dire on me payait, comme j'avais mon traitement de professeur, j'étais détachée donc à la fédé et donc j'étais le cadeau. Ils avaient juste à payer mon voyage et mon hébergement, nourriture et donc j'étais envoyée comme prof pour enseigner, la danse moderne, pour enseigner la danse classique, pour enseigner le rythme aussi parce que j'avais fait une formation à Dalcroze et pour enseigner l'expression corporelle mime. Voilà, j'étais polyvalente et puis, donc la politique de la fédé à l'époque, c'était d'inciter les associations à prendre les spectacles des artistes qui venaient en action culturelle, on va dire, en cours, en transmission. Et donc, ça nous a servi de tremplin, de premier moyen de gagner notre vie, puisqu'on n'avait plus de métier, et aussi de se faire connaître en fait. Voilà. Et ça a fonctionné en fait comme ça. Mais pendant longtemps, on a été accrochés au téléphone de mes parents dans le couloir, à téléphoner au MJC et à à transiger sur le prix de la prestation. Enfin, voilà. Avant de passer dans des espaces, plus glorieux, on va dire. Le passage au festival du Marais nous a permis de monter d'un cran et puis, une chose aussi qui nous a aidés, c'est l'association française d'action artistique à l'époque, qui nous a fait tourner en Afrique, qui nous a fait tourner aussi en Amérique latine, à faire des formations en Amérique latine, enfin bon bref, avoir un voilà. Et le texte apparaît dans tes spectacles à un moment donné ou Alors, le premier spectacle que j'ai monté avec du texte, mais c'est le texte musical de Georges Apergis. C'est encore une heure si courte, en 1989. Ça, c'était une première avance, très musicale finalement, la relation de la musicalité du texte avec la musicalité du mouvement et avec des caisses. Ça a correspondu, au moment où j'ai commencé Charleville. Donc le rapport à l'objet, le rapport aux matériaux, au jeu métaphorique avec les caisses, avec les papiers, tout ça, ça vient de là, en fait. Là, je me suis régalée à diriger 3 hommes et ça a été un plaisir fou pour tous, quoi. Ça a bien fonctionné et après mais j'étais pas beaucoup sur le texte, en fait. Après, j'ai mis en scène un conte de Pepito Matteo, qui s'appelait Le Petit Sépoux, qui est un petit poucet des banlieues, en fait. Et voilà, dont le père, perd les enfants dans le métro, enfin bon bref. Et là où je travaille beaucoup avec les jeux métaphoriques, avec des planches, avec des draps, heu, avec des masques. Enfin, il y a un peu tout cet univers-là, disons, qui regroupe. Bah, ça c'était je sais plus quelle année. Bon, c'est aux environs là, par là, l'année 90 par là.
Donc ça, voilà. Mais ouais, vraiment un texte classique ou un texte, contemporain, non, c'est pas. Par contre, j'aidais pas mal les étudiants dans leur relation au texte, et à la marionnette ou au mouvement. Voilà, j'ai programmé beaucoup dans le cadre de la compagnie ou dans le cadre de Triel. Bon, ça fait plus de 40 ans qu'on programme des stages dans le Cantal, des stages artistiques, et où je fais beaucoup de mariages, heu, mouvement texte, mouvement musique, mouvement plein de choses, quoi. Voilà. Et puis j'ai invité dès le début à Triel, dès le début, j'ai invité des marionnettistes. Je crois que le premier c'était Jacques Templereau, Catherine Somstay, voilà. Et puis après, bon, Théâtre d'Objets, voilà, Cathy Deville, et puis, comment elle s'appelle, la Belge, tout le monde connaît. La Belge, tu veux dire Agnès Lambos? Voilà, Agnès, voilà, ouais. Enfin, Oui, oui, et d'autres. voilà. Mais par rapport au texte, disons, c'était plutôt dans la relation, j'étais en relation avec quelqu'un d'autre, quoi, parce que je me sentais pas, c'est pas c'est le corps, mon texte, Oui, oui. c'est pas du texte littéraire. Je Voilà. Est-ce qu'il y a Alors des... si, il y a un texte qu'on a écrit quand même, qui est le texte de, ah oui, si, 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 si. Heu, j'ai dans, Le chemin se fait en marchant, Ah, voilà, on en parlait du 2005, cheminement. en 2005, où je raconte en fait mon parcours artistique en parallèle avec le parcours de vie. Voilà. Et donc où là, je suis avec des matériaux, je raconte. Ouais, je raconte. Disons que c'était, le résultat d'un parcours psychanalytique où j'ai écrit mes textes. Voilà. Donc voilà, là j'ai assumé, j'ai mis texte. Mais bon, c'est pas un texte littéraire, c'est voilà. Et puis, pour, l'inventaire animé, qui est beaucoup, sur l'abécédaire, mais qu'on a mis en forme pour la scène, donc où on a écrit donc. Ah, on l'a écrit, à partir de mes textes, mais on l'a écrit ensemble avec Philippe, Rodriguez-Jorda, avec Elsa Marcaliena et avec Christophe Anon. Voilà, on corrigeait au fur et à mesure, et cetera. Voilà, mais c'est plus explicatif un texte dramatique, on va dire. Voilà. Mhm. Et au niveau du temps que tu as passé dans ta vie entre pédagogie et création, et des productions même et jeux, c'est quoi les proportions à peu près, tu saurais nous dire? Est-ce que ça a évolué? Au début, on a vu que tu faisais beaucoup de formations, petit à petit, tu t'es Alors, ça a évolué, ça évolue comme fluctué. ça. Disons que, bah, moi j'étais pédagogue, mais j'étais créatrice. Mon premier solo, ça s'appelait «Un temps pour se taire, un temps pour parler». Donc ça, c'était en 69. Mais c'était un solo de 3 minutes, mais qui était pour moi, ça posait vraiment la première pierre. Voilà. Notre objectif, c'était la création, c'était le spectacle. Mais notre moyen de survivance, c'était la pédagogie dans un premier temps. Mais ceci dit, parce qu'on avait été enseignant, pour nous, on a toujours mené de pair, formation et création, recherche-création. Heu et on a formé notre propre compagnie en interne. C'était plutôt moi qui formais la compagnie et il s'occupait plus de l'administration, de la gestion de cette chose-là. Mais quand même, voilà, on était préoccupés par, voilà, on était un peu des dinosaures à l'époque parce qu'on faisait tout, quoi. C'était un travail de compagnie, en fait, hein. Et on a amené, des gens qui étaient même pas intermittents, des gens qu'on trouvait en stage, qu'on trouvait intéressants. On les invitait à venir suivre gratuitement
nos formations. Et puis quand il y en avait un qui était à niveau ou qui nous inspirait, bah, on l'introduisait dans une création. Donc il y a eu spectacle tout public, il y a eu spectacle jeune public. Heu, c'est Yves qui s'occupait plus du jeune public d'ailleurs avec les acteurs formés. Voilà, ça a évolué comme ça, toujours. Alors au début, on 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 nous achetait les spectacles, puis nous, on leur disait: «Si vous voulez, on peut vous faire aussi de l'action culturelle». Donc ça se faisait pas. Maintenant, c'est plutôt du genre, quel genre d'action culturelle vous pouvez nous faire? Et peut-être on vous prendra le spectacle. Ça va aller basculer un peu comme ça. Et au niveau des rapports institutionnels, vous avez été suivi par la DRAC, vous avez été Alors, à partir d'un moment où... il y a eu un moment où on s'est dit, «Ça serait bien qu'on se fasse» quand on a monté la compagnie, on s'est dit: «Ça serait bien de se faire aider». Voilà. Alors on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? On va à la danse ou on va au théâtre?» Et bah, on a pris rendez-vous aux 2. On est allés à la danse. À l'époque, c'était, comment elle s'appelle? Ah! La directrice de la danse. La directrice de la danse à l'opéra. Ouais, j'ai zappé. Qui nous dit, «Ah oui, mais c'est intéressant ce que vous faites, mais en fait, vous faites pas partie de l'esthétique du ministère. En fait, il y a la danse chorégraphique et il y a la danse théâtrale. Donc nous, on subventionne la danse chorégraphique, pas la danse théâtrale». Joseph Nagy, on a eu des discussions ensemble, était dans le même cas de figure. Il était pas subventionné par la danse. Brigitte Lefebvre, voilà, Brigitte Lefebvre. Et je l'ai entendu texto, hein, texto. Bon, bah, on va voir au théâtre. Et puis alors au théâtre, on nous dit, «Ah oui, c'est intéressant ce que vous faites». Bah, évidemment, il y a pas de texte, mais, «Oh, on va vous trouver une petite place à côté des clowns», voilà. Sauf que l'aide à la création se faisait sur texte et dialogue. On était mal barrés. Et puis, voilà. Alors on a suivi, on a été inspectés, tous les ans. On a été alors je sais plus dans quel sens c'était, C, A+, A++, B, B+, B++, enfin je sais plus dans quel ordre, enfin bon bref. Enfin on a monté les échelons et puis, finalement, on a été, bah, il y a l'ONDA qui nous a aidés, enfin il y a plein de structures, la FAL, l'ONDA qui nous ont aidés et donc à un moment donné, on a eu un statut suffisamment important pour que la DRAC décide de nous mettre hors commission. Donc pour 3 ans, avec la condition de faire 2 spectacles en 3 ans. Voilà. Donc souvent, il y avait un spectacle important et après il y avait un deuxième spectacle qui se faisait, voilà. C'est comme ça que j'ai fait Le chemin se fait en marchant, hein. C'était un spectacle un peu par défaut, fallait pas parce qu'il fallait faire un deuxième spectacle. Mais du coup, j'ai eu un prix avec cette pièce-là. Le prix du festival de Périgueux à l'époque. Alors, ben, disons que maintenant que alors on a été déconventionnés et puis maintenant, ben, moi je suis toujours je suis dans le 94, j'ai pas de subvention et c'est l'argent que je gagne en transmission qui me permet de monter des projets. Tu as un peu de soutien à la création des coproductions peut-être J'ai pour eu tes... le soutien à la création du département, mais pas la région, pas la DRAC, ça. La DRAC, j'ai du mal à avoir des contacts avec le DRAC responsable du 94 et de la marionnette. Voilà, donc pas de nouvelles. Enfin, bah, je Les suis anciens, en France, on a tendance à les laisser ancienne, sur le carreau. Anciennes peut-être encore plus. femme, Voilà. mime, j'en parle pas, marionnette, ouais. Enfin moi vraiment je coche tous les négatifs. Voilà. Heureusement, là, pour la création que j'ai fait là, heu, il se trouve que j'avais des bonnes relations avec Anne-Françoise Cabanis,
qui était une bonne amie de Jean-Luc Ferrélix, donc on était un peu en relation comme ça. Et quand elle est partie du festival, je lui ai demandé si elle voudrait bien participer à mon conseil d'administration. Elle m'a dit: «Bah oui». C'est à cause d'elle que j'habite Ivry-sur-Seine d'ailleurs, parce qu'elle, elle s'est installée à Ivry. Et puis le jour où elle est venue au conseil d'administration, j'ai montré une petite impro avec ma vieille marionnette, plus âgée que moi, moi je suis plus âgée qu'elle Tu l'as maintenant. rattrapé. Ouais, je suis plus âgée qu'elle. Et j'ai fait une petite impro et à l'issue de ça, Anne-Françoise m'a dit: «Ah là, mais je vais t'aider». Et donc elle m'a aidée, c'est elle qui a contacté les personnes qui m'ont coproduite pour, ma petite dame. Voilà. C'est Heureusement, bien d'avoir des amis. heureusement, voilà. Mais bon, pour la coproduction après, bah, à moi de Oui, me débrouiller quoi. Parce que, c'est pas simple, c'est pas mon métier, je sais pas faire. La personne qui s'occupe de moi, elle s'occupe de moi, mais, c'est pas enfin je veux dire, elle peut pas tout faire. Donc, il faut faire des choix. Voilà. Donc là, par exemple, je devrais être en train d'essayer de trouver les diffuseurs, traquer les programmateurs, mais je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. j'ai une question. Est-ce que tu as quelque chose à dire qu'on n'a pas abordé, un sujet que tu avais envie de donner à la communauté qui te regarde maintenant, qui te regardera dans 20 ans? Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire Ah! dont on n'a pas parlé? Ben, oui, peut-être il y a une formation que je fais qui s'appelle MMM, qui s'appelle Mouvement Masque Marionnette. Parce que les gens, ils voient la relation entre masque et marionnette, mais ils voient pas la connexion avec mouvement et corps. Ils oublient qu'il y a un corps derrière. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important parce que c'est le corps qui est marionnettiste. C'est pas le masque et c'est pas la marionnette elle-même, quoi. Donc c'est quoi les connexions? Je cherche toutes ces connexions-là, en fait. Donc, mais disons que, par exemple, par rapport aux mimes, moi, je suis invitée dans des festivals à l'étranger. Parce qu'en France, il y a plus de festival de mime, pratiquement plus. Il y en a un à Montpellier et il y a Mimos, mais qui a évolué vers, théâtre physique, théâtre gestuel, voilà, clown, même marionnette, tout ça. Donc, spécifiquement mime, alors qu'il y avait, quand nous on a débuté avec tous les festivals de mime en France et en Europe et à l'étranger au-delà. Là, il y a plus de réseau vraiment. C'est dû à quoi pour toi, cette disparition Ben du mime? c'est que, c'est considéré comme un art obsolète, alors que c'est pour ma part un lieu de formation formidable, à condition de se dédouaner des styles. Voilà. Nous, on s'est dédouanés du style, de Crouzien, mais la grammaire qu'il y a derrière, elle est totalement efficace. C'est qu'à lire l'anthropologie théâtrale de Barba, il repose beaucoup de choses sur le travail de Decroux. C'est, fondamental dans la gestion du sens, dans la gestion de son corps, dans l'espace, enfin voilà. Heu et donc là, très, très peu là, je suis invitée, en Suède, dans un festival de mime et j'étais invitée à Prague, où il y a un département mime à l'université théâtre, à Prague. Donc à un moment donné, ceux qui ont conservé une tradition du mime, de la pantomime, on va dire plutôt, c'est les pays de l'Est. Parce que c'était un métalangage, quand il y avait le mur de Berlin, qui permettait aux gens de s'exprimer sans dire. Dans le rapport à la Comme ça a été le parole, cas en France, dans les foires où on a ouais, interdit bah, la l'histoire langue. du mime, c'est apparition-disparition en fonction de l'interdit de la parole, hein. Interdit par l'Église, interdit, enfin bon, bref. Donc l'interdit de la parole. Bon, à partir du moment où le mur tombe, bah, ça commence à circuler, quoi. Donc il y a plus trop besoin. Et puis,
Bon, il y a une chose aussi, c'est que, enfin, nous, ça a été, on a été, enfin, quand je dis nous, c'est avec Yves, hein, mais encore maintenant, même moi, le terme de mime, je l'utilise avec beaucoup, beaucoup de précaution, parce que tout de suite, l'image de Marceau arrive. Le mime, c'est Marceau. C'est comme quand je dis, frigidaire au lieu de dire réfrigérateur, vous voyez? Marceau est au mime ce que réfrigérateur est ce que frigidaire est au réfrigérateur, quoi, voilà. Donc voilà, c'est pas très correct ce que je dis, mais bon, voilà. Heu, ouais, il y a un ostracisme par rapport au mime parce que ça c'est mondial, Marceau il est mondial, il est représenté partout. Quand on, il a des copies, conformes, complètes à la fleur même, au chapeau, partout dans le monde. Nous, on a été invités dans des festivals où on nous disait qu'on n'avait rien compris à la tradition du mime, il y a même un programmateur un jour qui a dit: «Oh, c'est bien ce que vous faites, mais la prochaine fois, j'inviterai des vrais mimes». Vous voyez? Donc en fait, le mime, il n'avait pas le droit d'évoluer, quoi. Donc dans l'esprit des gens, le mime n'a pas évolué, il est resté à l'image de Marceau. J'ai beaucoup de respect pour, Marceau parce que c'est un travail qu'il a fait, à l'époque où il l'a fait, en fait, bon, par rapport à son contexte, heu, pendant la guerre, juif, enfin, il aura vraiment la bouclée, quoi. Donc le corps, donc le mime a à voir avec l'interdit de la parole, que ce soit familial, que ce soit politique, que ce soit idéologique, enfin bon, voilà. Donc voilà et donc donc nous, on a eu affaire à cette image-là, donc il a fallu qu'on se batte avec ça, mais il a fallu qu'on se batte aussi avec les les Lecoqiens qui eux, dès qu'ils entendaient parler de Decroux, c'était, on ne veut pas en entendre parler, c'était même du sabotage par endroits. On ne veut pas, voilà. Même si Lecoq nous a rencontrés, même si on était en bons termes et tout, c'était les autres qui disaient: «Ah non, mais il faut pas mettre mime, dans le titre de l'école, non, tu vois bien que le mime c'est ringard» et cetera, voilà. Donc voilà et puis même avec les gens de chez Decroux, parce que nous, on avait viré notre cutie quelque part par rapport à Decroux. On reproduisait pas le style Decroux, on utilisait la grammaire et donc comment avec ce que vous avez fait chez Decroux, comment vous vous roulez par terre, comment voilà. Donc on avait tous les gens du mime contre nous. C'est des batailles de chapelle et de... Et oui, parce que plus le territoire est petit, plus ça se bat à l'intérieur, quoi, voilà. Donc on a tourné à l'époque dans des festivals de danse, quand la danse était pas trop développée. On nous disait: «Venez, venez, venez, venez». Puis quand il y a eu beaucoup de compagnies, on a dit: «Bah, vous, vous êtes pas vraiment de la danse, donc dehors». Bon, d'accord, voilà, style, Brigitte Lefebvre et voilà, donc il a fallu trouver nos propres forces, nos propres, voilà, donc théâtre du mouvement, mais maintenant les gens s'appellent théâtre du mouvement. Il y a des gens qui disent: «Ah ouais, c'est un beau terme ça». On a par exemple en Espagne, on a aidé, Vicente Fuentes, à la RESAD, l'École royale supérieure d'art dramatique. On l'a aidé à constituer un département gestuel, donc à la RESAD et ils ont appelé ça Teatro do Movimento. OK? Mais il y a d'autres lieux, hein, qui disent alors ou des compagnies qui disent: «On fait un théâtre de mouvement», pour pas dire du mouvement, mais en fait ça vient de là, quoi. Donc ça devient un terme générique finalement. Le nom de notre compagnie de devient pouvoir ouvrir le champ et de de tu fais quoi? «Ah vous l'espace de êtes du théâtre du liberté. mouvement?» «Mais non, mais c'est moi le théâtre du mouvement». Voilà, ouais et donc on a fait école quelque part, ouais. Et donc, bah, disons que voilà, moi pour pouvoir monter, alors j'ai eu des coproducteurs bien sûr pour Ma Petite Dame, mais c'est beaucoup pour pouvoir monter des projets, c'est beaucoup l'argent que je gagne en transmission qui sert à la création. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner, si tu as le, en imaginant qu'un jeune ou un moins jeune
se dise qu'il a envie de faire, je vais d'abord poser la question sur, il a envie de faire le théâtre du mouvement. Est-ce que tu pourrais donner un conseil? Ensuite, on donnera un conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans la marionnette et à qui tu pourrais lui donner un conseil. C'est pas forcément un conseil, mais c'est peut-être quelque chose que tu aurais aimé entendre quand tu as Ah, commencé, quelque chose qui, voilà. C'est pas forcément vu de haut, mais c'est aussi vu peut-être une introspection. Voilà. c'est compliqué cette histoire-là. Heu, c'est d'avoir envie de faire la chose, surtout. Et de persévérer dans cette envie, en fait. Et puis à partir de là, on va aller chercher ce dont on a besoin. Parce que les choses, on trouvera toujours. Bah, les choses ont évolué. Moi, je suis allée chercher plein de choses, voilà, avant de pouvoir me décider. Ou alors il faut être déjà dedans et de dire: «Bon, je vais faire ça». Mais même là, il faut creuser, il faut aller chercher, il faut trouver son propre chemin. Je peux pas d'aller confronter des formations différentes. De pas forcément rester dans un seul style, par exemple, ou par la marionnette de rester on peut n'être spécialiste que du fil, par exemple, pourquoi pas? Mais, il faut aller voir, comment le fil se fait par ailleurs, comme qu'est-ce que toi tu trouves d'original ou d'originel là-dedans? Et comment tu peux, voilà, qu'est-ce qui te touche là-dedans? Qu'est-ce que de quoi tu as envie, de quoi, heu en même temps, c'est tardivement qu'on comprend le cheminement, quand on se retourne sur, son parcours. Je dis: «Ah mais oui, le corps, l'interdit de la parole, le silence, OK. Quel corps? Ah, le corps qui apparaît et disparaît, la femme qui apparaît et disparaît. Pourquoi il y a autant de femmes dans la marionnette? Parce qu'elles peuvent disparaître. Elles peuvent traiter la notion d'apparition et de disparition. Elles ne sont pas obligées de se montrer, mais en même temps, elles sont là. Et si elles se montrent, elles se montrent quand elles ont envie de se montrer. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte quoi, en fait? C'est, c'est l'éclipse. J'éclipse ou je m'éclipse ou on m'éclipse, hein, voilà. Et c'est très contemporain, hein. Moi, je crois que ce que j'ai aimé dans la marionnette, c'était ça, en fait. Ce que j'ai aimé, dans le mime corporel, c'était ça aussi quelque part. C'était on montre son œuvre sans montrer sa personne. Ah, ce que je vous montre, c'est pas moi, hein, même si c'est moi derrière, en fait. Sujet et objet d'art. Et par rapport à la marionnette, comment un corps sujet et objet d'art se met au service d'un objet en instance de devenir sujet d'art. C'est tous ces échanges, sujet-objet. À quel moment je suis objet, à quel moment je suis sujet. C'est profondément, profondément, la question de: «Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça?» Mais ça, je peux le dire maintenant parce que j'ai fait tout le parcours, en fait, hein. Et je fais et alors je continue le corps, je continue l'objet, les petits objets, j'ai, emmagasiné des marionnettes et je travaille aussi, j'enseigne aussi avec la marionnette. Une relation très particulière avec le corps. Je suis pas avec le corps à distance, je joue sur les proxémites différentes de la marionnette avec le corps. Ça, c'est ça qui m'intéresse. À quel moment on fait corps, à quel moment on se distancie, qu'est-ce que ça raconte de toute une histoire, quoi. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à notre entretien? Bah, je sais pas, merci. Merci Mmh. beaucoup, Claire Egan, de cet entretien. C'était très intéressant. Ouais, Merci beaucoup. merci.